Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Je suis Anastasia et je serai votre animatrice aujourd'hui. Comme vous le savez, le mois de mars est un mois important pour les femmes. En effet, le 8 mars, nous célébrerons la journée de la femme, aussi appelée la journée des luttes des droits des femmes. C'est pourquoi, en ce mois de mars, dans nos chroniques, nous mettrons en avant les femmes dans divers domaines. Et pour cette première semaine, nous ferons un lien avec une journée ayant eu lieu le mois dernier, plus précisément le 11 février, la journée internationale des femmes et des filles de sciences. C'est donc en compagnie de Aude. Bonjour. Que nous évoquerons aujourd'hui deux femmes ayant fait avancer le monde de la science. Alors, qui vas-tu nous faire découvrir aujourd'hui, Aude ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Ada Lovelace. Donc, née en 1815 à Londres et morte en 1852 dans la même ville, elle est la pionnière de la science informatique. Principalement connue pour avoir conçu et décrit le premier programme informatique publié lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur, la machine analytique de Charles Babbage. La machine analytique est une calculatrice mécanique programmable imaginée en 1834. Jamais commercialisée, seul un prototype inachevé avait été conçu par Charles Babbage. Mais la machine comprend les différentes parties que l'on retrouve dans un ordinateur encore aujourd'hui. C'est au cours du développement de cette machine qu'Ada Lovelace formalise les idées de Babbage et développe le premier algorithme de programmation de l'histoire, devenant la première informaticienne de l'humanité. Elle a également entrevu et décrit certaines possibilités offertes par les calculateurs universels, allant bien au-delà du calcul numérique et de ce qu'imaginaient Babbage et ses contemporains. Née de l'union entre le poète George Gordon Byron et Annabel Milbank, une femme intelligente et cultivée, Ada est le seul enfant légitime du couple. En 1816, Annabel quitte Byron et garde Ada avec elle. Dû à une passion accrue pour les mathématiques, Annabel demande à ce que Ada reçoive une éducation approfondie en mathématiques et en sciences, ce qui était tout à fait inhabituel à l'époque dans l'éducation d'une jeune fille de la noblesse. En 1832, Ada rencontre Mary Somerville, éminente chercheuse et autrice scientifique du 19e siècle, qui l'encourage et l'aide à progresser en mathématiques. Le 5 juin 1833, Mary lui présente Charles Babbage, et Ada, alors âgée de 17 ans, est immédiatement fascinée par ses machines à calcul. Ils deviennent très proches, Ada semblant trouver en Babbage le père qu'elle n'avait jamais eu. Après ses grossesses, la santé d'Ada est mise à l'épreuve, ce qui l'éloigne de sa passion pour les mathématiques jusqu'en 1839. À cette date, elle éprouve le besoin de reprendre l'étude des mathématiques et demande donc à Charles Babbage de lui conseiller un tuteur. C'est donc le célèbre mathématicien Auguste De Morgan qui accepte cette charge. Ada reprend confiance dans ses capacités en mathématiques, encouragée par les retours positifs de son tuteur. En 1841, alors qu'elle écrivait à sa mère pour lui annoncer qu'elle avait enfin trouvé un sens à la vie grâce à sa grande passion pour les mathématiques, sa santé se fragilise de nouveau, l'obligeant à y revenir qu'en 1842. C'est à ce moment-là qu'elle tourne dès lors entièrement son travail vers la machine analytique et propose à ce dernier ses services pour en poursuivre le développement et la promotion de la machine. En octobre 1842, apparaît dans un journal suisse une description de la machine analytique de Babbage réalisée par un mathématicien italien. Ada se voit alors proposer de traduire ce mémoire pour un journal spécialisé dans les articles scientifiques étrangers. Elle y consacre 9 mois de traduction, entre 1842 et 1843. À la fin de celui-ci, Babbage propose à Ada d'augmenter la traduction avec des notes développant et commentant certains aspects de mémoire, idée immédiatement adoptée avec enthousiasme par Ada. S'ensuit alors un travail intensif sur ces notes, en collaboration étroite avec Charles Babbage qui annote les brouillons, corrige les incompréhensions, tout en encourageant et félicitant Ada de son travail. Elle y ajoute donc 7 notes en tout, de A à G, représentant près de 3 fois le volume du texte de l'article original. La note G s'appuie sur un véritable algorithme très détaillé pour calculer les nombres de Bernoulli avec la machine. Le programme qui en résulte est souvent considéré comme le premier véritable programme informatique au monde. De plus, ce programme comporte la première boucle conditionnelle, véritable concept informatique, contrairement au programme séquentiel qui avait pu être fait auparavant par Babbage. Dans d'autres notes, Ada Lovelace montre une perception des potentialités de la machine. Elle décrit explicitement des possibilités allant au-delà d'un contexte mathématique, comme l'hypothèse que la machine pourrait composer de manière scientifique et élaborer des morceaux de musique de n'importe quelle longueur ou degré de complexité. Malheureusement, après sa mort, Ada Lovelace fut tombée dans l'oubli.
Ce n'est qu'avec l'avènement de l'informatique que ses travaux furent exhumés. Et c'est en son hommage qu'on a appelé Ada le langage de programmation conçu entre 1977 et 1983 pour le département de la défense des États-Unis. Ada Lovelace est considérée par les historiens de l'informatique comme la première personne de l'histoire à avoir programmé. On peut voir notamment son portrait sur les hologrammes d'authentification des produits Microsoft. Merci pour ta présentation. Pour ma part, j'aimerais vous parler de la pionnière des soins infirmiers modernes, Florence Nightingale, surnommée également la Dame à la lampe. Venant d'une famille fortunée britannique, Florence est née le 12 mai 1820 durant le voyage de ses parents en Italie dans la ville de Florence, d'où elle tiendra son nom. Instruite par ses parents, elle se montre déjà très sensible aux problèmes des conditions de vie des plus pauvres. En 1837, une épidémie de grippe frappe le sud de l'Angleterre. Florence, non atteinte, se consacre pendant 4 semaines à des soins intensifs aux malades de son entourage, incarnant les rôles d'infirmière, gouvernante, soutien moral et médecin. En juin de la même année, elle commence à étudier les mathématiques durant le séjour d'un cousin étudiant cette matière à Oxford. Bien que ses parents soient réticents à cela, Florence finit par avoir un précepteur. L'année 1844 marque un tournant pour elle. En effet, elle rencontre le médecin américain Samuel Gridley Owen. Florence demandera au médecin s'il trouverait inconvenant qu'une jeune fille comme elle, venant de la haute société, devienne infirmière. Le médecin lui répondra que bien que cela soit inhabituel et incongru en Angleterre, si elle a cette vocation, elle doit suivre ce qu'elle juge être son devoir. Au milieu des années 1840, elle voyagera en Europe et même en Afrique du Nord. Durant le trajet de retour, elle passera 2 semaines à Kaiserwerth, près de Düsseldorf, en Prusse ou l'actuelle Allemagne. Elle visitera un hôpital géré par un ordre de diaconesses, des religieuses se consacrant principalement au service des pauvres. Florence sera profondément impressionnée par la qualité des soins, le dévouement et les pratiques des sœurs. Au début de l'année 1851, ses parents l'autorisent à suivre une formation de 3 mois en tant que sœur de Kaiserwerth. Pendant cette formation, elle y apprendra à soigner les blessures et à préparer les médicaments. Elle rencontrera des mourants et sera assistante à des opérations. Toutes ces expériences ne feront que renforcer son envie de continuer sur cette voie. Elle débute sa carrière d'infirmière en 1852 après que ses parents aient enfin accepté ses projets. Puis en 1854, alors que la guerre de Crimée a déjà commencé depuis 1 an, Florence Nightingale propose une intervention humanitaire à la suite d'un témoignage d'un des premiers correspondants de guerre moderne, William Howard Russell, qui insistera sur la différence entre les services sanitaires de l'armée britannique et ceux de l'armée française mieux organisée. Cette proposition obtient l'appui des autorités et si au début elle envisageait une mission d'une 20aine d'infirmières, elle finira avec un effectif doublé. Durant les préparatifs de cette mission, l'opinion publique est sceptique à l'idée d'exposer des dames aux dures réalités des hôpitaux militaires et à la grossièreté des soldats. Cependant, le 21 octobre de la même année, Florence et son groupe d'infirmières sont envoyés à Scutari, en Turquie. Arrivés début novembre, les infirmières trouveront des soldats blessés négligés, un personnel médical débordé et tout cela sous l'indifférence des officiers. Florence et ses collègues commencent par nettoyer complètement l'hôpital et les équipements, puis elles réorganisent les soins aux patients. Cependant, au début, la mortalité ne diminue pas, elle augmente même. Les conditions temporaires de l'hôpital restent fatales à cause du surnombre, des égouts défectueux et du manque de ventilation. 6 mois après l'arrivée de Florence, le gouvernement britannique intervient. Les égouts sont nettoyés et la ventilation est améliorée. Ces décisions entraîneront la diminution du taux de mortalité de manière très rapide. Durant tout ce temps, Florence pensera que la mortalité est due à la médiocrité de la nourriture et des réserves, mais également au surmenage des soldats. Cependant, en revenant en Grande-Bretagne, et après avoir rassemblé des informations auprès de la Commission royale pour la santé de l'armée, elle changera de point de vue et pensera que la mort de la majorité des soldats hospitalisés était due aux mauvaises conditions de vie. Cette expérience aura une énorme influence pour sa carrière. Après cela, elle mettra en avant l'importance des conditions sanitaires. En 1855, une réunion publique se tient pour faire reconnaître le travail qu'elle a accompli durant la guerre, conduisant à la création du Fonds Nightingale. Ces fonds seront destinés à la formation des infirmières. Florence est accueillie en héroïne quand elle rentre en Grande-Bretagne en 1856. Elle rédigera un rapport de plus de 1000 pages incluant des données statistiques détaillées et joue un rôle important dans l'application de ses recommandations pour la Commission royale pour la santé de l'armée,
bien qu'elle ne pouvait être membre de la commission à cause de son statut de femme. Ce rapport conduira à une révision majeure des soins aux soldats, à la création d'une école de médecins militaires et d'un grand système d'archives médicales de l'armée. En 1859, le Fonds Nightingale lui donne la somme de 45 000 livres qu'elle utilisera pour créer en 1860 la Nightingale Training School à l'hôpital Saint-Thomas. Toujours en 1860, elle publie un petit livre nommé Notes on Nursing. Ce livre de 136 pages servira de base au programme de la Nightingale School et des autres écoles fondées par la suite. Il connaît également un succès public et est considéré comme un texte classique d'introduction aux soins infirmiers. Elle passera le reste de sa vie à encourager l'établissement et le développement de la profession d'infirmière, la faisant aussi évoluer dans sa forme moderne. Ses travaux ont inspiré de nombreuses infirmières durant les guerres qui ont suivi, comme durant la guerre de sécession. En 1869, c'est en compagnie de la médecin Elizabeth Blackwell que Florence ouvrira le Women's Medical College. Dans les années 1870, Nightingale formera Linda Richards, la première infirmière formée d'Amérique. En 1883, Florence sera décorée de la Royal Red Cross par la reine Victoria. En 1907, elle est la première femme à être décorée de l'Ordre du Mérite et en 1908, c'est l'Honorary Freedom of the City of London qui lui est décerné. Si en 1896, elle est obligée de s'aliter possiblement victime d'un syndrome de fatigue chronique, cela ne l'empêche pas de continuer à réaliser des travaux pionniers dans le domaine de la gestion des hôpitaux, ces travaux se diffusant rapidement à travers l'Angleterre et le monde entier. C'est le 13 août 1910 que Florence Nightingale s'éteindra à Londres. Pour terminer sur Nightingale, j'aimerais vous donner quelques anecdotes sur elle. Sa voix a été conservée pour la postérité grâce à un enregistrement pour phonographe de 1890. Outre sa contribution à l'organisation hospitalière, Florence était très douée pour les mathématiques, et plus particulièrement des statistiques, dont elle se servira pour faire des analyses de ses compilations, analyses et présentations de données sur les soins médicaux et la santé publique. Merci Anastasia pour cette présentation détaillée. Je vais donc reprendre l'animation pour notre conclusion. Et pour finir, je voudrais vous parler d'une initiative très récente. En 2025, la Société d'exploitation de la Tour Eiffel et l'association Femmes et Sciences ont initié un projet pour rendre hommage aux femmes ayant contribué de façon majeure au domaine scientifique. En effet, depuis 1889, à l'initiative de son créateur Gustave Eiffel, la grande dame de fer célèbre la science avec le nom de 72 scientifiques français, tous des hommes, inscrits en lettres d'or tout autour de son premier étage. La proposition de 2025 est alors de rajouter une frise au-dessus de celle déjà existante, mais avec 72 nouveaux noms, cette fois-ci des femmes. Et c'est le 26 janvier 2026 que la liste des 72 propositions de noms de femmes scientifiques a été dévoilée par la mairie de Paris. On y retrouve des noms comme celui de Marie Curie, la seule personne à avoir reçu 2 prix Nobel scientifiques dans 2 disciplines différentes, la physique et la chimie, mais aussi Angélique Ducoudray, sage-femme du XVIIIe siècle, ayant été la première sage-femme française à enseigner l'art des accouchements, ou encore Alice Recoq, pionnière de l'informatique française. Nous vous remercions donc de nous avoir écoutés et retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle chronique. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.